Bonjour, on se retrouve donc sur cette deuxième séance consacrée au langage SQL. On en était à analyser le schéma relationnel d'une base de données particulière qui avait été donnée ici. Donc vous avez un extrait ici de 5 tables qui représentent l'état d'emprunt des livres dans une bibliothèque. Voilà, donc le schéma relationnel qui est ici, il vous sera forcément donné le jour du concours de manière extrêmement précise. Alors moi ici j'ai mis des couleurs et pour vous montrer les liens qu'il y a entre les tables, mais le jour d'un concours, ce sera dit explicitement, on vous parlera de clés primaires et de clés étrangères. Alors, on y va, on essaie de comprendre tout ça. Livre comporte donc 1, 2, 3, 4 attributs. Ces 4 attributs qui constituent donc 4 colonnes du tableau. Le premier s'appelle id et il est souligné. Donc ça veut dire que c'est une clé primaire. Donc livre a pour première colonne une clé primaire entière, puis 3 attributs autres, dont auteur et genre sont en italique, signifiant qu'ils sont des clés étrangères. Ça veut dire qu'ils sont reliés à une autre table. Donc on va voir le lien de la table, on verra le lien des tables du schéma relationnel lorsqu'on aura analysé les suivantes. Alors je dis souvent table, on peut dire aussi relation, je vous avais dit. On peut dire la base de données comporte 5 relations. Je dis plutôt table parce que c'est plus parlant. D'autant qu'il ne faut pas qu'on s'embrouille parce qu'il va y avoir des relations entre les relations, vous voyez. Alors, quelle relation il y a entre les deux premières tables? Eh bien, auteur est une table qui a 1, 2, 3 attributs. Le premier attribut est une clé primaire et les deux autres ne sont pas des clés étrangères. Et pour emprunt, alors effectivement, là, c'est la table qui comporte un petit peu beaucoup de liens. Pour emprunt, on avait dit que emprunteur livre ne suffisait pas à être une clé primaire. Si on rajoutait la date, alors ça pouvait devenir une clé primaire à condition que, alors il y a une hypothèse, c'est que chaque emprunteur n'emprunte qu'un livre par jour. Si un emprunt, chaque emprunteur n'emprunte un livre donné qu'une fois par jour. Donc, vous ne pouvez pas prendre, par exemple, plusieurs exemplaires du même livre ou alors le rendre et le reprendre. Donc, ceci supposé, on peut effectivement dire que la liste emprunteur, livre, date est une clé primaire pour emprunt. Vous remarquez que emprunteur et livre sont en italique, ce sont des clés étrangères. Alors, maintenant, j'arrête ma lecture, vous avez compris comment ça fonctionne. Je vous ai mis en vert emprunteur parce qu'il est lié à la clé primaire de emprunteur, qui s'appelle id. Je vous ai mis ici en rouge livre parce que c'est lié à la clé primaire de livre. Et en fait, voilà, vous terminez, vous avez effectivement la fin du schéma relationnel. C'est bon? C'est clair? Alors, si c'est clair, il faut qu'on explique une chose. À partir de maintenant, donc une fois qu'on a compris que c'est schéma relationnel, on va mettre en place le langage SQL. Donc, il faut que je vous explique comment se structure une requête SQL. Alors, là, ici, vous avez, à la fin de votre cours, vous avez le résumé d'une requête SQL. Je vais essayer d'abord de vous expliquer rapidement comment fonctionnent les différentes lois opératoires du schéma relationnel, du langage SQL. Et puis ensuite, on reviendra là-dessus pour voir le bilan. Alors, première chose que je peux vous dire tout de suite, lorsque vous voulez faire appel à un attribut dans une table, pour dire que c'est l'attribut d'une table, regardez ce qu'on écrit en SQL. On écrit table.attribut. Le point veut dire l'attribut 1 de table. D'accord? Donc, ce petit point, il est important parce que si jamais, regardez, voilà. Vous avez ici donc 5 tables avec dont 4 d'entre elles ont un attribut qui s'appelle id. Vous êtes d'accord que ce id, si vous dites l'attribut id, il y a une ambiguïté. Donc, pour dire que vous voulez prendre l'attribut id de livre, vous écrirez livre.id, qui sera différent, bien sûr, de auteur.id. OK? Etc., etc. Donc ça, c'est un truc important, ça vous permet de comprendre déjà le début. Alors, je reviens sur mon PowerPoint. Donc, on en était là et on disait donc qu'on avait mis en place le schéma relationnel de ces tables.
Alors, ça, je ne vous l'ai pas donné, vous ne l'avez pas sur votre feuille. Par contre, je vais mettre en ligne un cours un petit peu plus élaboré. Alors, ça va bien au-delà de ce dont on a besoin pour le concours, mais en 10 minutes, je peux vous raconter déjà pas mal de choses intéressantes. Alors, la première opération classique sur les tables, c'est la projection. Donc, ça consiste à extraire des colonnes d'une table. Pour extraire une colonne d'une table, en SQL, voilà ce qu'on écrit. On écrit select la liste des colonnes, dans la liste des attributs que vous voulez sélectionner, from, nom de table. Les deux mots-clés qu'il faut retenir, c'est select et from. Une requête SQL, ça commence toujours comme ça. C'est toujours select blabla, from blabla. Et après from, vous mettez le nom de la table, bien sûr. Si vous voulez donc deux colonnes, vous mettez deux colonnes. Si vous en voulez qu'une, vous en mettez qu'une. Et si vous voulez toutes les colonnes, vous mettez une étoile. Donc, exemple, ici, si j'ai... alors, est-ce que j'avais donné les exemples ici? Peut-être que vous n'avez pas les tables initiales, mais ici, j'avais une table qui s'appelait BBC, qui avait de très nombreuses colonnes. Et quand j'ai écrit select nom, région, population sur surface de table, la table BBC, ben, il m'a renvoyé, il m'a supprimé toutes les colonnes, sauf ces trois colonnes. Ok, si vous voulez extraire toutes les colonnes, donc vous mettez une étoile pour dire tout. Alors ça c'est le même, c'est pareil qu'en Python. En Python, vous savez, quand on importe toute une table, on écrit from numpy import étoile. Étoile, c'est un marqueur de position pour dire tout en fait. Donc là, ça veut dire sélectionne toutes les colonnes de la table. Alors, ça s'appelle une projection, tout ça. Vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais l'opérateur qui permet de supprimer des colonnes s'appelle une projection. Voilà. Donc là, c'était la table initiale, en fait. Donc la table initiale, c'était celle-là. Et la table projetée, c'est celle précédente, c'est celle pour laquelle on a supprimé la colonne, une certaine colonne. Alors là, vous voyez, je crois qu'il manque des colonnes. Hein. Elles sont cachées. Parce que, vous voyez, quand on a projeté tout à l'heure, on avait ça, il y avait la colonne population sur surface qui apparaissait. Et là, il n'y est pas. Ah, attendez, si, excusez-moi, erreur. En fait, là, alors ça, c'est assez malin. Je commence par un truc directement compliqué. En fait, il a le langage SQL, vous allez voir, il a parfois des souplesses. Mais il faut faire attention parce que là, c'est une souplesse un petit peu abusive pour commencer. En fait, quand vous écrivez population sur surface, lui, il a compris il faut qu'il fasse le quotient terme à terme des colonnes population et surface. Mais attention, qui sont là. Il faut être sûr que les nombres qui soient dans la population, que les objets qui sont dans la population, ils aient un domaine entier ou flottant. Leur type, il faut qu'il soit scalaire. Idem pour surface. Or, vous allez voir que très souvent, quand vous manipulez des tables de scalaire, en fait, ce sont des tables de string. Souvent, ce sont des chaînes de caractères en nombre qui apparaissent. Et souvent, c'est le gros problème d'ailleurs des bases de données, elles ne sont pas formatées de la même manière. Donc, vous recevez une base de données que vous avez chopée sur Internet ou en tant qu'ingénieur dans un fichier d'une autre entreprise ou un vieux fichier pas actualisé. Eh bien, attention, vérifiez que vos données sont formatées comme vous voulez. Donc, contrôlez le domaine de vos attributs. Et je ne parle même pas des vieilles tables où en fait c'est écrit à la main, quoi. En fait, il y a des tables qui sont scannées. Donc, en fait, aujourd'hui, avec la reconnaissance d'image, on peut essayer de numériser les tables de sorte à les transformer en tableaux. Sauf qu'après, dans les tableaux, il y a plein d'erreurs. Enfin, vous imaginez après le travail qu'il y a à faire pour harmoniser tout ça. Donc ça, c'était la projection. Alors, attention, petit piège. La sélection, c'est pas pareil qu'avant. Alors qu'en fait, vous voyez, j'ai dit en français tout à l'heure, on sélectionne toutes les colonnes de la table. Quand je dis on sélectionne, en fait, rigoureusement dans le vocabulaire du langage SQL, ce n'est pas une sélection, c'est une projection. Mais ça, on s'en fout. Hein. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Donc, sélection ou restriction, c'est une extraction de lignes, cette fois, d'une table en fonction d'une contrainte. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, vous rajoutez un troisième mot-clé qui s'appelle where. Donc là, je sélectionne deux colonnes de la table et je ne garde que les lignes qui vérifient la contrainte booléenne que je vais écrire après where. Donc, sélectionne les attributs from la table où la contrainte est réalisée, les lignes dans lesquelles la contrainte est réalisée. Voilà, par exemple, sélectionne trois colonnes de la table où
le quotient de la population par sur surface est plus grand que 200. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va garder que les lignes qui vérifient la relation population sur surface plus grand que 200. Ok? C'est joli quoi, enfin, ça marche bien quand même, hein. Ça a été bien travaillé avant pour que nous on arrive et qu'on n'ait plus qu'à essayer des trucs. Et vous allez voir que très souvent ça marche SQL. Alors, il faut faire attention par contre ce que ça renvoie, c'est ce qu'on veut. Donc, après where, vous avez toujours un booléen. Hein. Donc, c'est toujours ou une inégalité, ou, donc là, j'ai donné un autre exemple. Where, non égale France. Donc, ça peut être une égalité aussi. Et vous voyez que comme ici, France, c'est une chaîne de caractères, n'oubliez pas de mettre les quotes, les apostrophes. Ok, alors ça ne sert pas à grand chose, vous voyez, mais c'est pour vous dire que dans la condition booléenne, vous pouvez avoir des choses un petit peu plus compliquées. Donc, bon, il y a le mot-clé between, il n'est pas spécialement important à connaître parce qu'on peut très bien s'en sortir. Si vous voulez que la population divisée par la surface soit entre 10 et 20, vous pouvez dire population sur surface supérieure ou égale à 10 and population sur surface inférieure ou égale à 20. Donc, ça ne sert à rien ce between. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans la condition booléenne, vous pouvez mettre des and et des or. Le renommage. Donc ça, c'est très facile, c'est très pratique. Imaginez que vous ayez une table ou un attribut qui soit long à écrire. Eh bien, vous pouvez le renommer. Donc pour le renommer, c'est assez simple. Vous mettez un as. Donc, lorsque vous écrivez select colonne 1, colonne 2, colonne 3, as, nouveau nom, from, nom de table, ça veut dire que vous donnez. Alors là, c'est un peu ambigu ce truc-là, c'est pas le meilleur exemple de la Terre. Là, c'est la colonne 3. Quand vous écrivez colonne 3, as, nouveau nom, en fait, je pense que c'est la colonne 3 qui le renomme. En fait, à chaque fois que vous mettez un as à la suite d'un attribut, il renomme l'attribut qui le précède. Et pareil pour les tables. L'exemple n'a pas été donné ici, mais si vous écrivez from, nom de table, as, T1, T1, ça devient un alias. Donc, ça remplace le nom de table par T1. Dernière petite chose qui est présentée ici, si vous voulez réordonner vos lignes, donc vos tuples, si vous voulez les réordonner par ordre croissant ou décroissant. Alors par défaut, ils sont en général ordonnés par ordre croissant si ce sont des scalaires, ou par ordre alphabétique si ce sont des strings. Donc par défaut, c'est ask. Si vous voulez que ça devienne desc, donc décroissant, descendant, vous écrivez order by. Et là, vous dites le nouveau nom de la colonne 3 par ordre descendant. Donc ça va ranger les lignes par ordre décroissant du numéro de colonne 3. Des valeurs de colonne 3, pardon. Des valeurs. Par ordre décroissant des valeurs de colonne 3. Donc c'est un exemple. Ici, par exemple, vous voyez, ça a rangé par ordre décroissant de densité. Vous voyez? Il a permuté les lignes pour que ça donne ce résultat. Enfin, alors, des choses un petit peu plus évoluées. Là, pour l'instant, vous avez remarqué, on ne travaille que sur une table. Donc, sur une table, on s'amuse à permuter, supprimer des colonnes, supprimer des lignes, permuter des lignes. Maintenant, vous savez que dans le schéma relationnel, il peut y avoir plusieurs tables. Et donc, ces plusieurs tables étant reliées par des clés, on aurait envie de pouvoir agencer les tables de manière intelligente. Le premier agencement, il n'est pas intelligent, ce qu'on appelle le produit scalaire. C'est un assemblage de deux tables, mais un petit peu naïf. Regardez comment ça marche. Très simplement, vous avez ici A qui vaut 1, 2, B qui vaut 3, 4. Ce qu'on appelle le produit cartésien de A et de B, c'est tous les couples possibles et inimaginables dont la première coordonnée est dans A et la deuxième est dans B. Je rappelle, c'est le même produit scalaire le produit cartésien qu'en maths. C'est pareil. Hein. Ce sont des arrangements, des n-uplés en fait. Ce sont des uplés. Des deux uplés ici. Alors, ces assemblages ne sont pas très intelligents parce que pour les tables, ça pose des problèmes. Imaginez que vous ayez donc, alors vous avez ici une table 1 et une table 2. Une table étudiant et une table ville. Si vous en faites un produit scalaire, donc comment vous allez faire en langage SQL? C'est très simple. Vous écrivez select, étoile, from, et après from, vous mettez deux tables. Quand vous mettez deux tables comme ça, lui il comprend, ting, qu'il les agence. Mais alors, regardez l'agencement débile qu'il a fait. Il a fait exactement ce que je vous ai montré sur A et B.
Il a pris nom, année de naissance, Strasbourg, d'accord, ici dans la table 1, et il a mis sur la même ligne que Strasbourg 67. Il a agencé la première ligne avec la première ligne. Et après, regardez ce qu'il a fait. Il a repris la première ligne, évidemment, de la première table, et il a agencé la deuxième ligne de la deuxième table. Enfin, il a fait une concaténation, si vous voulez. C'est absurde, non? C'est bon? Vous m'entendez? Ok. Donc, vous êtes d'accord que c'est complètement absurde. Parce qu'on voudrait que la ville et le nom V soient égaux. Donc, le produit cartésien, on ne l'utilisera jamais. Vous allez voir, ça n'a aucun intérêt en langage SQL. Enfin, c'est important de savoir que ça existe. Mais en tout cas, ça sert rarement. À moins qu'on veuille vraiment regarder tous les agencements possibles. Mais en général, comme les tables sont reliées par une égalité de clés, il faut lui spécifier au langage SQL que ces deux colonnes, en fait, elles correspondent au même attribut. Comprenez? Voilà. Donc ça n'a pas de sens. Donc là, on va mettre en place un truc beaucoup plus intelligent, ce qu'on appelle la jointure. Alors la jointure, ça marche super bien. Ça consiste à faire un produit cartésien mais intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez agencer, vous allez coller vos deux tableaux l'un à côté de l'autre, mais vous allez faire en sorte que le deuxième tableau et ces lignes qui se permutent de sorte à pouvoir se mettre en regard des lignes de la première table en cohérence avec l'égalité des clés. Donc par exemple, hop, on regarde l'exemple d'abord pour voir comment ça se fait. Ici, évidemment, quand vous avez la table d'étudiants et la table des villes, vous voudriez qu'ils mettent Alice 97 Strasbourg 67. Puis Bob 98 Paris 75. Et puis Eve 95 Strasbourg 67. Eh bien, pour qu'ils puissent faire ça, voilà comment on écrit la requête SQL. Alors, c'est un petit peu plus évolué là. Select. Alors là, vous mettez select toutes les colonnes des deux tables. Vous mettez dans l'ordre les colonnes des tables que vous voulez voir apparaître. Donc, regardez ici, j'ai écrit étudiant.nom. Donc, ça veut dire que je veux l'attribut nom de la table étudiant, virgule. Après, je veux naissance, virgule. Après, je veux ville, virgule. Et après, je veux DPT. Alors là, il faut être bien précis. Il faudrait que vous ayez quand même les noms d'attributs des tables au départ. J'aurais dû les mettre. Non. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Le DPT, c'est le nom de l'attribut de la dernière colonne de table, ville. Ville. Alors, ville, c'est l'attribut, le nom d'attribut de la troisième colonne d'étudiants. Et vous avez vu que comme il n'y a pas d'ambiguïté sur les noms d'attributs, je n'ai pas mis étudiant.ville. J'ai mis étudiant.nom pour bien qu'on comprenne que le étudiant.nom, ce n'est pas le nom V. Mais c'est facultatif ici, puisque a priori, la première colonne de étudiant s'appelle nom, et la première colonne de ville s'appelle nom V. Donc, il n'y a pas d'égalité de clés. Il n'y a pas d'égalité d'attributs. Ce n'est pas les mêmes noms. Mais si vous avez peur de vous embrouiller ou d'embrouiller celui qui vous lit, c'est toujours bien de dire table.attribut. Au moins, celui qui vous lit, il sait quelle colonne vous êtes en train de manipuler. D'accord? Et donc, pour faire une jointure symétrique, donc on met d'abord la liste de toutes les colonnes qu'on veut voir apparaître dans la table. From, première table. Join, join, ça veut dire joindre. Deuxième table. On, ce on, c'est sur. Donc, c'est joint les deux tables sur l'égalité des clés. Et c'est quoi l'égalité des clés? Eh bien, c'est de dire que la clé ville de étudiant, elle est égale à la clé non V de ville. Comprenez le truc? Parce que la clé ville de étudiant, c'est cette colonne-là, elle doit s'identifier à la clé non V de ville. Ce sont tous les deux des clés. Hein. Non V, c'est une clé primaire de la table ville, et ville, c'est une clé étrangère associée à la clé primaire de la table ville. Et alors pour terminer, mais ça c'est beaucoup plus évolué, mais tant qu'à faire, au moins j'en parle définitivement, et puis on fera des exemples, des exercices ensemble jeudi prochain. Il y a les fonctions d'agrégation. Alors les fonctions d'agrégation, ce sont des fonctions qui permettent de faire des opérations sur les attributs. Il y a 5 fonctions d'agrégation. Trouver le minimum d'une colonne, le maximum d'une colonne, la somme des éléments d'une colonne, la moyenne des éléments d'une colonne, ou compter le nombre d'éléments dans une colonne.
Comment ça se met dans une requête SQL? Par exemple, vous voudriez afficher le nom et l'année de naissance du plus jeune de la table étudiant. Eh bien, voilà ce que vous faites. Les fonctions d'agrégation, elles se mettent en première ligne de la requête. Vous dites projette la colonne nom dotée de max de l'année de naissance. Donc, ça veut dire qu'il va prendre le chiffre maximum de l'année de naissance, donc ici 1998, et il va créer from la table étudiant, la table, hop là, qui garde uniquement la ligne d'étudiant qui a un maximum d'années de naissance, donc ici 1998. Et comme vous avez mis nom avant, il va vous renvoyer Bob, virgule, Bob, et après 1998. Il va vous rendre que cette ligne. Il va sélectionner la ligne dans laquelle l'année de naissance est maximale. Ensuite, donc je vais donner un autre exemple ici rapidement, hein, donc minimum de population, bon voilà. C'est un petit peu délicat. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, ceci étant raconté, où on en est là? On en est que vous êtes maintenant capable de comprendre mon résumé. Donc, mon résumé que je vous affiche ici. Donc, voilà comment ça se présente une requête SQL. D'abord, vous sélectionnez vos noms de colonnes et éventuellement, regardez ici, j'ai renommé cet attribut par A2. Éventuellement, dans les points, vous pouvez mettre les fonctions d'agrégation. Donc, min, max, sum, count, AVG. Si vous voulez, sur votre feuille, si vous voulez rappeler ce que ça veut dire AVG en particulier, AVG c'est average, donc c'est moyenne. Et count, bon, ça compte le nombre d'éléments, c'est facile à trouver. Ensuite, vous mettez la table sur laquelle vous voulez sélectionner les attributs. Et si jamais vous voulez faire une jointure, alors c'est là que vous mettez join. Donc vous joignez la table 1 à la table 2. J'ai renommé ici mes deux tables. Et regardez, un truc que je ne vous ai pas dit. Si vous renommez votre table 1 par T1, vous avez le droit, si vous voulez, d'écrire ça. Il comprend. Il est intelligent. En fait, il va lire de gauche à droite. Il va avoir un T1. Il va dire, bon, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Il va le stocker. Et quand il va arriver à la ligne table 1 à ce T1, il va dire, ah, le T1 qui m'a donné au départ, c'est lui. D'accord? Donc, il y a moyen d'utiliser des alias post-posés, post-écrits. Ils vous seront compris, même si vous les utilisez avant. Join on, donc on, l'égalité des clés. Where, condition booléenne. Et ensuite, order by, pour ordonner suivant des lignes scalaires décroissantes ou croissantes. Je parlerai jeudi prochain, de ça. C'est un petit peu beaucoup plus évolué. On peut faire déjà magnifique. La plupart des sujets de concours, en fait, n'utilisent pas group by having. Bon, parfois, il y a des group by, mais je vous expliquerai ça jeudi prochain. OK? Donc, ce qu'il faudrait que vous fassiez simplement, c'est que pour lundi, vous cherchez les trois sens de ces trois choses. Vous faites trois petites phrases. Lundi, on se voit à 9h-5 si vous voulez. Pendant 5 minutes, on parle de ces choses-là avant que les PTSI 1 nous rejoignent. OK? Monsieur?